c'est quoi? C'est l'oseille de son daron que je vais prendre ou quoi, là? Oh, j'ai vraiment l'air d'être un vieil inspecteur de police. C'est vrai, c'est vrai. Le Pôle emploi, c'est fini. Je suis passé de l'autre côté maintenant. Je suis du côté obscur. Bravo de t'être battu aussi pour avoir fait que cette émission revienne. Non, vraiment, bravo, parce que... Ah, on va parler de tous mes échecs ce soir. Merci, bienvenue tout le monde. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans Rendez-vous. Ça y est, on y est, on a repris, c'est parti. On reprend le coup. Je suis trop content. Alors, aujourd'hui dans Rendez-vous, on va parler de Shein, la marque de fast fashion qui cartonne tout, dans tous les sens du terme. Je vais aussi vous raconter une galère que j'ai eue avec le Pôle emploi. Et en invité pour cet épisode de Rendez-vous avec Kevin Razi, on a l'honneur d'avoir le roi du prank, monsieur Greg Guillotin, mesdames et messieurs, il sera là. Juste là. Oui, oui, ah oui, oui. Mais avant, je sais pas si vous aussi, vous êtes tagué tous les 3 jours par Shein pour être ambassadeur. C'est pas un truc de ouf. Faites-vous 300 € en devenant ambassadeur et tout, ouais. J'avoue, en ce moment, je suis en lerga, j'y ai songé. Et j'ai eu ensuite des discussions, tu vois, avec des potes. Et là, en fait, il y a une de mes potes qui parlait de SAP, etc. Elle me dit, à un moment, elle dit « Bon, Shein, j'ai arrêté, évidemment, comme tout le monde ici. » Et je t'avoue que dans le ton qu'elle a pris, j'ai capté qu'il y avait un truc avec Shein. Donc moi, j'ai mytho, j'ai fait « Ah ouais, de ouf, Shein, ouais. Jamais, quoi. » Mais je savais pas pourquoi, je voulais juste être dans le moule, tu vois. Et puis, j'avoue, j'ai déjà acheté des débardeurs chez Shein, d'accord. Et je me suis dit, c'est bon, c'est une petite marque, tranquille, qui fait des sapes pas chers, qui taille petit, et un peu de mauvaise qualité, ouais. Mais sinon, à part ça, il y a rien de fou, non Elle est immonde. La qualité est immonde, en fait, quand tu reçois, alors déjà, bon, c'est du plastique dans du plastique dans du plastique, parce que bon, faut savoir qu'au niveau aussi du tissu, si on peut appeler ça du tissu, c'est quasiment que du microplastique, c'est des trucs qui sont immondes. Donc quand tu ouvres le sachet, l'odeur de pétrole et tout le reste, elle est ultra présente. Okay. Ces bottes ont été testées et il a été montré par un laboratoire indépendant qu'elles contiennent des phtalates. 3 phtalates ont été mesurés dans des concentrations qui dépassent de loin les limites autorisées. En tout, ces 3 phtalates ont des concentrations de 680 fois les limites autorisées. Et apparemment, il semblerait que ça pourrait aussi perturber la fertilité humaine. Genre, c'est-à-dire, fertilité, c'est que tu peux plus avoir d'enfants. Ouais, oh, ça va. Non, je croyais que c'était impuissance, tu vois. Je me suis dit, ah mince, on peut plus ken, ça c'est relou, mais... Non, mais comme je veux pas d'enfants, ça va, tu vois. Je vais garder mes débardeurs. Bon, Shein, c'est le site de mode le plus consulté au monde. Ça date de 2008. Ça s'appelait Sheinside à la base, et ils vendaient des robes de mariée. Et puis, ils ont décidé d'élargir la gamme. Et si ça marche, on va pas se mentir, c'est parce que c'est pas cher. Mais quand c'est pas cher, faut rogner sur quelque chose. Déjà, genre l'imagination. Shein stole one of my designs. Shein has stolen my design and they are profiting off my work and creativity. Hey guys, so Shein stole a bunch of my designs recently. The ones I'm showing you are from my 2018 to 2020 collection, and they have more of my other designs. Mais eux, ils s'en foutent, Shein, hein, je vais pas te mentir. Chez Shein, en fait, si tu veux, comment ça se passe? Ils ont un algorithme ultra puissant qui permet de détecter toutes les tendances, d'accord? Mais l'algorithme, il détecte tout et n'importe quoi. Par exemple, pour faire des bijoux, l'algorithme a proposé ça. Non, mais genre ça, c'était sur le site de Shein, hein. Alors qu'on est tous d'accord que ça aurait dû être sur le site de Kanye West. Il y a un autre sujet problématique, c'est les employés. Shein, c'est pas des grandes usines, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. En fait, c'est des petits fabricants en Chine à qui ils sous-traitent. Et je me suis renseigné là-dessus et voilà ce que j'ai trouvé. Quels sont vos horaires de travail? Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Bah, ça va. Non, en vrai, c'est pas les 35 heures, mais ça va comme horaire. Ça va si c'était la fin de la vidéo. Et le soir?
Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h. En vrai, ça va. Non, comme c'est des heures sup, c'est payé sup et tout. Ça va. Si c'était la fin de la vidéo. Et vous travaillez le week-end? Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires. Je m'arrête à 18h. Ah bah cousine, ça va. Tu peux pas faire d'heures supplémentaires, il n'y a pas assez d'heures dans la semaine à ce niveau-là en fait. 75 heures de travail par semaine, sachant qu'officiellement en Chine, la semaine de travail est à 40 heures. Non, c'est chaud. 75 heures par semaine, c'est horrible. Il n'y a personne qui fait ça dans le monde, à part dans les hôpitaux français. Et l'épicerie à Port-de-Gentil, sortie de périph', là, je sais pas si vous la voyez celle-là. Elle est toujours ouverte, c'est une dinguerie. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, ils ne regardent pas le calendrier, ils ne regardent pas les heures, des bosseurs. Bon, ils ne regardent pas les dates de péremption aussi, apparemment, ça c'est un autre problème. Nous, on a 5 semaines de congés payés en France, d'accord? Il faut savoir que l'employé de Chine, il a un chouïa moins. 75 heures de travail par semaine, un seul jour de congé par mois. Alors, 75 heures, ça veut dire 75 en Suisse. Voilà. Un seul jour, 75 heures, un seul jour de congé par mois. Là, nous, en tant que Français, on pète un plomb. Faut vraiment pas que Macron regarde ça, d'ailleurs. Parce que tu connais, mais c'est pas mal ce système, non? On aime bien? On aime bien? Le problème chez Chine, c'est qu'en passant par des petits ateliers, on ne sait pas vraiment comment ils produisent. Parce qu'en fait, les petits ateliers qui sont débordés, ils passent eux-mêmes par des sous-traitants. En gros, c'est des sous-traitants de sous-traitants. C'est comme, tu sais, dans les boîtes où il y a 15 chefs de projet, là, tu vois, mais que personne taffe sur le projet. Donc, au final, c'est le stagiaire qui fait tout. Bah voilà, c'est pareil. Et comme je disais au début, j'ai été contacté pour être ambassadeur Chine et je me sentais frais, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai entendu que tous mes potes avaient été contactés. Et c'est le cœur du système de Chine, la promo par les influenceurs. En fait, ils visent tout le monde. Par exemple, il y a une influenceuse suisse qui s'appelle Golden Puffin Outfit, qui a... Désolé, j'ai écorché ton blaze, chérie. Qui a 10K d'abonnés sur Insta et elle explique comment elle fait rentrer un peu de quicheta. Je reçois un email avec une proposition de campagne avec des dates de publication et un thème. À peu près, je dirais à peu près une fois par mois. Ça dépend. Des fois, ça peut être un peu plus, des fois moins. Mais en général, c'est une fois par mois. S'il y a 10 articles, par exemple, il y a 5 posts. Donc 2 articles par post. Est-ce que vous êtes payé pour ça? Bah, attention là, vas-y, dis-nous. Dis-nous, cousine, ça prend combien là? Dis-nous tout. Est-ce que vous êtes payé pour ça? Non, je suis pas payée. T'es pas payé, wesh Non, je suis pas payée. Je reçois les habits gratuitement, mais après, je suis pas payée et je peux les garder. Bah... Mais je peux les garder, hein. Bah encore heureux. Elle a dit ça comme si elle avait fait le deal du siècle, la cousine, tu vois. Chine fait entre 10 et 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le dos des petits fabricants, des acheteurs, des influenceuses. Bon, vous allez me dire, oui, bah, c'est le capitalisme. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Vous avez entendu parler de la polémique sur les Ouïghours, qui auraient laissé des appels à l'aide sur des étiquettes Chine. Bah, regardez cette influenceuse, comment elle va pas bien quand elle doit parler des Ouïghours. Certains ou certaines vont se dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, Priscilla? T'as l'air moins happy, j'ai moins de peps et j'ai la voix complètement bousillée. La pauvre. Non, rigolez pas, Moi, ça me fait plaisir de voir quand une influenceuse est touchée par la situation des Ouïghours, quoi. J'ai moins de peps et j'ai la voix complètement bousillée. Et oui, Monsieur le Coco est arrivé à la maison, j'ai le Covid, donc voilà, j'ai des symptômes, hein, c'est qu'à de le dire, je suis fracassée. Autant pour moi, elle avait le coco. J'ai le coco. C'est sûr qu'elle, elle dit, je vais chez Carouf. Ça se voit. Bon, et sinon, au niveau des Ouïghours, c'est comment? C'est vrai que la fast fashion, c'est compliqué à gérer. Et c'est pas nous, les créateurs de contenu, qui pouvons arrêter justement les Ouïghours, ils appellent ça comme ça. Ils appellent ça comme ça, là. C'est quoi? C'est des Chinois, on sait pas. Hein, des Chinois arabes, apparemment. Non, mais et elle veut arrêter les Ouïghours, elle a rien compris, elle. Ouais, il faut qu'on arrête cette menace qui pèse. Elle a rien compris au concept. C'est pas les Ouïghours qu'il faut arrêter, cousine, c'est leur exploitation. Et en plus, elle a dit les Ouïghours. Les Ouïghours, elle a appelé ça comme ça. D'ailleurs, en réalité, les étiquettes avec écrit « Need your help », vous avez entendu parler de ça. En fait, ça venait pas des Ouïghours, mais c'était des étiquettes qui étaient juste mal coupées. Et en fait, elle disait, en raison de la technologie d'économie d'eau, nous avons besoin de votre aide, Need your help, pour laver avec le détergent doux la première fois pour rendre les marchandises un peu plus douces.
Voilà, c'était ça voilà. Mais ça ne veut pas dire que les Ouïghours ne souffrent pas, évidemment. Mais c'est pas parce que les étiquettes venaient pas des Ouïghours qu'ils sont pas exploités par la marque. Et la vérité, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière Shein. Là, ce que je vous ai montré, c'est peut-être 1/10 de ce qui se passe vraiment. Il y a même un rapport qui dit que c'est la marque de mode la moins transparente du monde. Donc, en conclusion, moi, j'aime l'argent. On aime tous l'argent. Mais est-ce que ça vaut le coup, entre nous, d'accepter 300 € pour être ambassadeur quand tu sais que les sables sont potentiellement bourrés de produits chimiques, que c'est fait ultra vite, ultra mal, par des gens ultra exploités qui taffent 75 heures par semaine. Et en plus, ça ralasse même pas de fou. Vous avez entendu les influenceuses, là, juste avant. Moi, je peux garder le pull. Venez, on arrête d'acheter Shein. Venez, on arrête d'acheter Shein. Et... putain, là, si j'avais un sponsor, je l'aurais placé. C'est dommage que ce soit la première. J'aurais dit, achetons Asos ou Louis Vuitton. Putain, merde. Non, on les a pas, donc on va pas se mentir. Donc, putain, c'est con, là, ce serait parfait. Non, voilà, on n'achète plus. Franchement, quitte à choisir, tu sais quoi ? Ok, on a tous besoin d'argent et tout, mais venez, quitte à choisir, plutôt qu'ambassadeur Shein, si vous voulez vous faire de l'argent facilement, faites plutôt ça. Salut tout le monde. Alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain. J'adore prendre des bains et du coup, là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon bain. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vendre l'eau de son bain. C'est la meilleure solution pour se faire de l'oseille. Vous savez, en tant qu'artiste, il y a des moments où on travaille, c'est cool, et puis il y a des moments où on ne travaille pas. Et là, on doit faire affaire, comme les gens non-artistes, à ce qu'on appelle le Pôle emploi. Moi, le Pôle emploi, il m'a rendu ouf parce que j'ai bossé pendant 1 an, j'étais à la radio, chez Swig, maintenant ça s'appelle Ado. Qu'ils changent de nom, ils me rendent ouf. Et en fait, j'ai travaillé 1 an, d'accord ? Je travaillais 1 an, j'ai donc cotisé des droits et tout, enfin normal, tu vois. Donc j'arrive et tout, je donne tous mes documents, machin. Et je vois que les documents, ils les prennent pas en compte. Donc, au bout de 2-3 semaines, c'est là que j'étais con, j'attendais 2-3 semaines. J'y vais sur place. Là, déjà, la nana, elle me fait galérer pour trouver mon numéro d'identifiant. Et j'apprends juste après, sa collègue qui lui dit « Mais tu peux lui demander son nom de famille, ça marche aussi. » Je fais « Putain, la meuf, elle m'a fait galérer pendant 10 minutes. » Et à un moment, tu sais, j'aurais dit « Je vous ai envoyé une lettre et elle a été rejetée. » Elle me dit « Oui, mais ça, c'est l'ordinateur, il rejette tout. » Bah, c'est pas normal, en fait. Ouais, bah non. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je vous renvoie le document ? Elle me dit, non, je vais le récupérer dans les dossiers rejetés. Elle a récupéré le truc rejeté, elle en a fait un document. Et là, la dernière fois, ils me disent, oui, mais vous avez une boîte ? Je fais, oui. Ah, ben, il nous faut un papier, comme quoi, la boîte, vous n'avez pas pris d'argent ? J'envoie le papier. Mais vous avez une autre boîte ? Oui. Ben, il nous faut le deuxième. J'ai déjà envoyé. Ah oui, c'est vrai. Ah bon ? Ah oui, ouais, ben, vous l'avez. Et là, ils m'ont demandé des papiers d'une boîte qui date de 2010. Je suis mais elle n'existe plus, c'est pas grave. Et je me suis dit, mais c'est quoi ? C'est l'oseille de son daron que je vais prendre ou quoi, là-haut ? C'est-à-dire que moi, j'ai payé v'là les impôts pendant des années et tout. J'ai même pas eu l'occasion ni l'intelligence d'aller à Dubaï. Et j'ai vraiment payé, tu vois, j'ai payé. C'est-à-dire que j'ai participé à la société. J'ai payé v'là les impôts. J'ai pas défiscalisé. Vraiment, je suis pas refif. Moi, je suis con. Il y a des trucs que j'aurais pu défiscaliser. J'aurais acheté des œuvres d'art, comme Fabius. Mais là, j'ai rien fait. Et là, je me dis, au moment où j'ai besoin de vous, renvoyez l'ascenseur. Et non. Et ça m'a fait péter un plomb. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des problèmes comme ça avec le Pôle emploi ici, des galères. S'il y en a, ouais. Eh ben, vous savez quoi ? J'ai décidé de faire venir un ancien conseiller du Pôle emploi pour qu'on puisse discuter avec lui. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kader Nemer. Ça va, Kader. Ça va. T'inquiète, c'est ça. Kader. Oui. On va refaire ton parcours. T'es comédien. T'as grandi dans le Nord. Ouais. T'as commencé avec Hugues Duquesne, d'accord. Ouais. Un ami qu'on a en commun. Vous avez fait les Goubéens. C'est ça. C'est ça. C'était un duo. Ouais. C'était un duo que vous avez avant qu'il fasse l'escarguet. Avant qu'il fasse l'escarguet. Et ensuite, toi, t'es parti au Canada. Ouais. On était ensemble là-bas, et puis après... Ah, il était venu avec toi aussi. Venu, Lui, il est revenu. Ouais. Toi, t'es resté un petit peu. Après, t'es revenu ici. Mm-hmm. Et là, tu travaillais à l'époque aux Acédiques, c'est ça ?
T'as dû trouver. Non, moi, quand je suis revenu, bah ouais, j'ai intégré l'ANPE. L'ANPE, tu te souviens. l'ancienne, bien sûr. Ah ouais, l'ancienne, j'ai passé un concours pour ça. Et tu t'intègres la NPE Ouais. et après ça devient, ça fusionne avec la CEDIC, c'est ça? Voilà, exactement. On a fusionné les couches Pampers avec les pruneaux d'Agen. C'est le cas de le dire. Et donc toi, tu étais conseiller Pôle emploi. Ouais. Frère, dis-moi, on est d'accord que je suis obligé de me rapprocher carrément. Je me rapproche guère pour vraiment le. C'est pas l'argent de votre poche que vous donnez en tant que conseiller, d'accord? C'est l'argent de l'État. Écoute, c'est comment te dire? C'est l'argent de l'État, mais tu sais, c'est un peu comme si c'était notre argent. C'est-à-dire que si vous donnez trop facilement les aides, ils peuvent vous faire chier? Ah bah bien sûr, bah t'as pas entendu les histoires des conseillers qui ont même fait du plus, qui ont aidé des chômeurs à récupérer leurs droits et qu'on a licenciés ou qui ont eu des blâmes ou qui ont eu des... Mais c'était des droits qui leur revenaient en plus. Ouais, ils ont bien aidé. sûr. Ils ont aidé. Ils n'ont pas fait quelque chose. Ils n'ont pas fait quelque chose d'illégal. Ils ont été licenciés pourquoi? Bah, ils ont été licenciés pour faute. Voilà. Pour faute d'avoir fait Trop bien. plus que leur taf. C'est-à-dire que normalement, tu dois pas forcément, tu sais, tout dire, quoi. Alors, les gens sont censés se renseigner par eux-mêmes. Voilà. Toi, en tant que conseiller, tu es là pour leur apporter des informations. Tu es là pour les aider à trouver du travail. Voilà, pour les accompagner dans leur démarche. Mais bon, moi, tu sais, j'animais des ateliers à l'époque. La plupart des gens qui avaient en atelier n'étaient pas au courant de tous les droits dont ils pouvaient bénéficier, dont tout, tu vois. C'est quoi le truc, par exemple, qui revenait souvent, qui ne savait pas? Parce que là, moi, je suis en galère, donc tu sais que tu as droit à une voiture de fonction, Kevin. Non, moi, j'animais des ateliers pour des gens bénéficiaires du RSA ou des gens handicapés. Tu vois, tu as des aides pour... C'est vrai qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ne savent même pas qu'ils ont droit à certaines choses. C'est vraiment les personnes en situation de handicap, c'est hallucinant. C'est le pire. Ah ouais, elles n'ont aucune info sur leurs droits et des fois, elles peuvent bénéficier vraiment de certaines aides incroyables et elles ne le font pas parce qu'elles ne sont pas au courant. Et donc, là, tu me dis que, mine de rien, c'est fait un peu exprès que ce soit faux parfois. Non, je peux pas dire ça, c'est pas vrai parce que quand même. Frère, c'est bon, t'es plus. Non, mais je sais pas que j'y suis plus. Non, mais je peux pas cracher dans la soupe. C'est quand même. Pas cracher dans la soupe. C'est quand même des. Je sais que ce métier est pas évident, vraiment. Ils doivent s'en prendre plein, les gars. Non, mais laisse tomber. Y a pas de souci. Tu sais, tu arrives au début, t'es content, t'es heureux. Je vais aider les gens. gens. La première, je vais aider les gens. Ça dure 24 heures. Ça dure 24 heures. Après, t'es écœuré. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi. Ouais. Ah non, c'est dur. Surtout l'accueil. L'accueil, on appelle ça la première ligne, tu vois, c'est les tranchées, quoi. C'est vrai. Tu vas au combat, quoi. Tirailleur, le truc. Ah ouais. Quand on te dit, tu vas à l'accueil, tu vas non, pas l'accueil. Je te jure, c'est vraiment, tu sais que tu vas te faire incendier, quoi. Mais c'est très dur. Et on ferme de moins en moins les gens, c'est ça le problème, tu vois. Moi, à l'époque, à la NPE, je te dis, quand je suis rentré, on avait 1 an de formation. Et après, tu étais considéré comme stagiaire. Et au bout d'1 an seulement, tu devenais genre conseiller, quoi. Et après, quand on est devenu Pôle emploi, c'était 15 jours de formation. Pardon? Ah ouais, donc tu vois forcément... c'est pour ça que mon conseiller, là... Forcément que c'est autre chose. La vie de ma mère, mon conseiller, regarde, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Ouais. Je lui dis, ils m'ont demandé d'envoyer des avis d'imposition, mais via le site, d'accord? Et je lui ai dit, mais... Le site, il y a des menus déroulants, actualiser la situation, machin, tu vois. Et il faut choisir le bon intitulé, sinon il y a l'ordinateur qui te refuse ton courrier. Et je lui ai dit, moi, je sais pas quel truc utiliser pour être sûr que mon courrier soit accepté. Ils m'ont demandé des avis d'imposition. Le mec au téléphone, la vie de ma mère, me fait, j'avoue. La vie de ma mère, il faisait ça, il faisait des petits. Parce que il me dit, et là, il était sur le site, il était là, bah non, ça peut pas être ça. Et après, je lui dis, bah dans ce cas, je l'envoie par mail à mon conseiller. Il me dit, bah non, parce qu'en fait, du coup, on peut pas archiver les pièces, donc il risquerait de vous refuser le mail. Je lui fais, bah je l'envoie comment? Il me fait, essayez par mail, mais. Et là, je me suis dit, putain, ils savaient pas. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Écoute, tu vas aujourd'hui, quand tu vas dans n'importe quelle administration, à mon avis, il n'y a pas que le Pôle emploi, hein, je crois qu'il faut prier pour savoir sur qui tu tombes. En fait, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Et si tu as de la chance, tu vas tomber sur quelqu'un qui a une certaine expérience, qui est bien formé, qui est bien luné, tu vois. Ça dépend aussi, du jour où tu arrives, c'est plein. Il y a tellement de choses que tu dois prendre en compte. Mais toi, tu vois, par exemple, parce que là quand tu dis ça dépend sur qui tu tombes, je suis d'accord avec toi. Parce que parfois, tu as des gens, ils veulent se battre, tu vois, pour t'aider. Mais moi, je suis déjà tombé sur quelqu'un. Je racontais une histoire. C'est qui m'a raconté ça. Humoriste, comédien et tout. Il me dit,
moi, je devais avoir mon intermittence du spectacle. C'est bien parce que toi, t'es rodé. Si j'ai pour l'intermittence et tout, moi, tu sais comment. Donner des petits. Ouais, voilà. Et il m'a dit, je voulais mon intermittence. Il me demandait des papiers. T'as pas idée alors que j'ai tout donné. Et à un moment, il lui dit, il dit à son conseiller, mais en fait, qu'est-ce que vous me voulez? Et le conseiller lui a dit, véridique, hein, pour le raconter, il lui a dit, de toute façon, nous, on fait tout ça pour vous faire chier. Il lui a dit, on fait tout ça pour vous faire chier, monsieur. Il était chaud. Il rentre chez lui. Il reçoit un appel d'un coup de fil qu'il connaît pas, d'un numéro qu'il connaît pas. Il décroche. Je sais pas de téléphone, je prends cette boîte de stylo. Dit allô et tout. Et là, t'as le mec qui lui fait, oui, bon, c'est votre conseiller Pôle emploi, monsieur. Bon là, c'est pas le conseiller qui parle, c'est le fan. Je vous appelais, je me suis permis de prendre votre numéro de téléphone pour pouvoir vous demander un autographe, si c'était possible. Et là, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait des études de droit, d'accord? Faut pas lui faire deux fois. Il a fait, ah ouais, donc là, vous utilisez des données personnelles que vous avez prises sur le travail à titre privé? Il lui a dit, en fait, là, si je le remonte à votre patron, vous êtes viré. Le gars, il lui a fait son intermittence le lendemain, frère. Il lui a mis le double. C'est pas un truc de ouf, ça, quand même? Pas mal, pas mal. Pas mal. Je sais pas si, tu sais quoi, je vais demander dans le public s'il y a quelqu'un qui voulait nous raconter une histoire pour l'emploi. Là, c'est le moment. Et pourra nous dire si c'était quelqu'un qui était flemmard ou si vraiment c'est toi qui déconnais sur ton dossier. Quelqu'un qui voudrait nous raconter une histoire pour l'emploi, levez la main s'il y en a qui veulent parler. On est en détente. Ah, vous êtes tous chéris? Ouais, ok, vas-y, excuse-moi. Assis-toi. Bah, alors attends, vas-y, Fonzi, t'as le micro? Vas-y. On va te donner le micro. Mais tu peux venir, tu sais quoi? Viens directement, viens sur la scène. Viens. Allez, on peut l'applaudir. Allez, ouais. Tu peux aller la chercher, s'il te plaît? Tu t'appelles comment? Manon, vas-y Manon, bienvenue. Mais fais attention à ton pied, hein. Tu pourrais te faire une entorse. Vas-y, tiens, mets-toi à ma place. Et tu lis le prompteur. Et là, tu dis le prochain invité, machin. Enfin, vraiment, tu vois, Vas-y, assis-toi. Parce que là, c'est le moment où jamais tu peux te venger. Bah justement, j'ai des coups à prendre là. Non, c'est plutôt la... Non, vas-y, dis-nous tout. Vas-y. Bah, moi, justement, j'ai le même problème en ce moment. Je dois, en fait, je bénéficie de l'ASS. C'est quoi l'ASS? C'est une aide spécifique. L'allocation spécifique de solidarité. Tout à fait. C'est AS, en fait. Voilà, en fait, j'essaie d'avoir... Déjà, ça commence bien, AS. Tu vois, je sais que... C'est pour les gens qui ont eu l'allocation chômage et qui s'arrêtent, leur allocation chômage s'arrête, et du coup, tu peux bénéficier d'une autre allocation si tu as travaillé 10 ans avant. Je suis désolé de vous couper, j'ai vraiment l'air d'être un vieil inspecteur de police. C'est vrai. Vous parlez de l'AS, allez-y, continuez, ouais. Tout à fait. Alors, voilà, j'ai l'ASS. En même temps, j'essaie d'avoir l'intermittence. Mais du coup... Tiens, mets bien le micro, là. Mais du coup, le problème, c'est qu'on doit envoyer des papiers chaque mois, parce que du coup, j'ai aussi une entreprise. Ah, et ça j'ai le même problème. Dès Dès que je mets le document sur Internet, ils me disent document rejeté. Pareil, Théma, il y avait deux voilà, c'est les gens qui parlent. mets bien dans ta bouche, Manon, le micro. Oui. Le document est donc à chaque fois que tu envoies, le document rejeté. Voilà, document rejeté. Du coup, j'ai été chercher carrément une stratégie. J'ai retrouvé le mail de la conseillère sur le site. Je lui ai envoyé directement le document. Et là, j'ai reçu un mail, conversation numéro nanana. Oui, toujours ils font ça. Voilà. Ouais, je connais bien. Et là, on me dit, écoutez, votre document, nous ne pouvons pas le prendre, il faut que vous passiez par le site. Voilà, donc je suis bloquée et je ne peux pas recevoir mon ASS. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour moi, ça m'arrange. J'en parlerai à mes anciens collègues, j'en parlerai. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle se rende sur place? Dans l'idéal, ouais, c'est ça. Vaut mieux toujours aller sur place, de toute façon. Bah oui, aussi. Non, je rigole. Fais mec et tout, genre, ils se rangent de l'autre côté. Bah, on essaye de vous aider. Et merci. non, mais en tout cas, super. non, ouais, peut-être sur place, ouais. Mais si on ira ensemble, je sais où c'est, moi. Je veux bien, ouais. Avec plaisir. Ouais. Bah, je t'accompagnerai parce que j'ai 2-3 dossiers à leur envoyer. Donc, Ok. mais en tout cas, merci beaucoup, Manon. On peut applaudir Manon qui galère aussi. Merci. Je te laisse redonner le micro à... C'est marrant cette histoire parce que je suis dans le personnage depuis tout à l'heure là. Kader, Ouais.
Le Pôle emploi, c'est fini. Ah bah oui. Le Pôle emploi, c'est Je fini. suis passé de l'autre côté maintenant. Je suis du côté obscur. Ah, de l'intermittence, oui. Les intermittents du spectacle, on les appelle les intermitteux au Pôle emploi. Les intermitteux? Ouais. Tellement ils sont mal traités? Bah, c'est parce qu'on les apprécie pas trop, tu vois, parce qu'ils sont Pourquoi? toujours là à quémander, à dire De l'argent pour lequel ils ont cotisé. Il y a cela. À redemander leurs droits. C'est chiant. Ouais, moi, à l'époque, dès qu'il y avait des artistes, c'était pour moi. Ah, prends-les, c'est les artistes. Et sauf que là, maintenant, tu sais comment... Ah ouais, bah, donc je connais un peu la boîte. Viens, on monte une boîte. Pas mal. T'as vu quand La connexion se fait. Ou comme ça, on prend tous les intermittents. Ça s'appelait être intermittent. Ah, ça existe déjà. Et où tu les aiguilles et tout, et puis tu prends un petit billet. Un petit billet, pourquoi pas. On va y réfléchir. En tout cas, Kader, là, si on veut te voir maintenant, t'es dans Je t'aime à l'algérienne. Ouais. Le lundi 30 janvier 20h et le lundi 13 février à 20h au Théâtre de la République. Le République, ouais. Le République, attends, pourquoi la République, je suis un ouf, moi. C'est la République. Ouais, c'est pas trop loin du 6, dans le 3e arrondissement. Exactement. Mardi 14 février, 20h30 au château de la Garrigue. Garrigue à Toulouse, ça va être chiant, mais Toulouse, c'est ma ville de cœur en plus. Hein. C'est vrai? Ouais, dis-leur Kevin Razi, on dit mais vraiment, c'est ma ville de cœur. Et surtout, Gueule Noire, cette pièce avec Hugues Duquesne, mise en scène par Ali Bougueraba, je l'ai vue, c'est une dinguerie. Jure, voilà. Genre, t'es choqué carrément. Jure, voilà. Mardi 21 février à Rive de Gier, près de Saint-Étienne. Et le dimanche de avril à Douai, chez Watt, dans le Nord. Dans le Nord, Et, et c'est quoi là les... Alors là, on a les dates et tout, c'est un comédien de dingue. Allez voir vraiment Kader, tu m'as beaucoup ému d'ailleurs dans cette pièce. Merci. Et par rapport au Pôle emploi, c'est quoi le... Je sais que tu avais fait à la base, comment tu t'es lancé un peu, relancé dans le spectacle, c'est que tu avais fait une pièce spéciale pour les employés du Pôle emploi. Exactement, ouais. C'est-à-dire que moi, à l'époque, déjà, je t'ai dit, on venait de fusionner, c'était tu vois, les risques psychosociaux, les gens qui se suicident, enfin, tu vois, truc pas très drôle. Vraiment pas top. Et là, tu as la directrice qui me dit, ouais, pour remonter le moral des gens, le repas de Noël, faites une pièce de théâtre avec les conseillers. Pas trop motivés au début. Ouais. Et puis après, tu sais, moi, j'avais décelé le potentiel de certains. Hein, parce que moi, quand je suis arrivé à la NPE, tu sais, j'étais en mode auteur, mais qui a plus d'inspiration et tout. Je suis rentré à Pôle emploi, là, j'écrivais, c'était l'écriture automatique. Je te jure, c'était de l'écriture automatique. Je me mettais à côté des bureaux, je suis oh putain. C'est énorme, ça, c'est trop drôle. Et t'as un projet de série que t'aimerais faire? Et j'ai du coup, voilà, j'ai aidé de ça une pièce de théâtre avec des conseillers, des chômeurs. J'ai fait monter sur scène. Et puis après, il y a eu une série aussi qui s'appelle Au boulot, que j'ai faite sur le quotidien d'une agence Pôle emploi avec des chômeurs, etc. Et puis, t'as déjà fait des trucs? J'ai écrite. Ah, elle est écrite. Il y a la Bible, tout ça, tu vois. Voilà, la série est écrite. On a même failli tourner un pilote à une époque. Et puis, voilà, il y a eu des chaînes qui ont été intéressées. Et puis, là, c'est en stand-by, quoi. Excusez-moi de l'expression. Faut le faire par toi-même sur YouTube et on te donnera la force qu'il faut pour le faire en tout cas. Ah, merci. Avec grand plaisir. Kader Nemer, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Kader. Hein. Au top. Merci beaucoup mon frangin. Merci. Mais ouais. J'espère qu'on voilà. Manon, t'as pu avoir ça t'a satisfait les explications? Oui, tout à fait. Mais je suis très content alors. Là, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, c'était en 2007-2008, j'ai rencontré juste après, c'est lui qui m'a appris ce que c'était qu'un community manager, qui m'a appris à faire des vidéos, à comprendre, etc. Et on a fait tout un tas de vidéos ensemble dès le départ. On s'est rencontrés en 2008, on avait un truc qui s'appelait Ciné Presto, c'était sur Dailymotion, hein, donc pour vous dire qu'on est un peu vieux, tu vois. Et aujourd'hui, je me rappelle qu'à l'époque, il était fan de caméra cachée, mais tu vois, il avait son délire. Il aimait les formats longs. Et on lui disait, mais non, YouTube, c'est court. Mais non, caméra cachée, c'est à l'ancienne. Hein. Et aujourd'hui, c'est un king. Il fait des millions de vues. Je suis trop fier de lui. Je vous demande de faire une ovation, un triomphe pour Greg Guillotin. Ça va, Greg? Merci. Oui, je t'en prie. Bonsoir. Ah, bah. Mon Kev. Ça va, on m'entend? On m'entend? On m'entend, ouais. C'est bon? Ok. Ah oui, c'est bon. Ok. Merci. Et tu te rends compte que, comme je disais, là, on s'est rencontrés en 2008,
Tu travaillais chez People for Cinema. Ouais. Et un site qui permettait de faire de la aux gens de faire de la distribution, prendre part à la distribution de films. Et avant ça, tu étais chez My Major Company. Tu étais le premier community manager, en fait. Peut-être pas le premier, mais. Le premier en France. Ouais, c'est vrai que c'était pas très. Bah, je savais pas moi-même ce que je faisais comme métier. C'était un peu nouveau, quoi. Tu vois, je répondais aux gens, je parlais avec eux, j'étais sympa. Animer une communauté. Animer une communauté. Non, puis je postais des vidéos, tout ça, c'était cool. J'ai appris le montage là-bas. Ouais. À la base, tu as fait des études qui n'avaient rien à voir. Rien à voir. Marketing, gestion. T'avais fait Dauphine, toi. Ouais, c'est ça. Une tête en plus, un gag, attention. Ouais, non, mais là-bas aussi, je savais pas ce que je faisais. C'était, ouais. Mais bon, je travaillais, quoi. Mais ça me fait plaisir, non, parce que, en fait, Kevin a fait des compliments sur moi là, avant que je rentre. Et moi, ça me fait chaud au cœur d'être là ce soir avec toi. Bah. On avait dit qu'on ferait de la scène un jour ensemble, voilà, on est sur scène. Mais c'est vrai que... Ouais. On avait eu un moment, on s'était posé la question de faire un duo sur scène. Mais je crois que... Ouais, c'était monté à la fin d'un spectacle. Alors, ouais, bah c'était... La section... Ah bah oui. Ouais. Mais tu avais fait même, je crois, une première partie. À toi, c'était... j'ai plus jamais voulu refaire de scène après ça. C'était une catastrophe, mais souviens. Mais oui, tu sais, c'était une cata. Mais c'est bien, parce que c'est là que j'ai vu que ton métier était pas facile. Parce que toi, tu faisais du stand-up, moi, je connaissais rien à tout ça. T'étais un peu un modèle pour moi, vraiment, parce que Kevin... Non, mais vraiment, je tiens à le dire, parce que Kevin, c'est celui qui m'a initié au métier de l'humour, parce que à la base, moi, j'étais pas du tout là-dedans, comme tu l'as dit, et je te trouvais trop fort, et j'étais trop content qu'on travaille ensemble, parce que après, peut-être je parasite un peu l'émission, t'allais peut-être non, mais par contre, enchaîner sur ce qu'on allait faire. Sur mon enfance. Tu veux que je change? Non, mais c'est vrai que tu m'as appris beaucoup de choses. J'ai vu ce que c'était que faire de la scène et tout. Faut vraiment être. C'est un talent qui s'invente pas. C'est beaucoup de travail. Moi, en plus, après, j'avais fait On ne demande qu'à en rire et tout. Oui, il a fait On ne demande qu'à en rire. Ouais, aussi. c'est vrai. Et bon, on va parler de tous mes échecs ce soir. Non, mais même, tu te rappelles pas quand t'avais été dans le public je crois que c'était Morandini. Ouais. Ah oui, ça. T'avais fait semblant. Oui. Ah bah là, le portrait est pas mal. Hein, là. Oui, je m'étais fait pipi dessus. Effectivement, j'avais fait semblant. Bon, c'était. Mais ça, c'est une caméra cachée. C'était. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Je pense à tous les trucs qu'on a fait comme ça. Mais bah là, t'étais pas là. Mais. T'as vu comment je me suis incrusté? Ouais, grave. Mais on était un vrai. C'était un binôme, mais un peu fait comme ça, de manière naturelle, parce que moi, on s'était super bien entendu. On a fait un pilote. Pour l'anecdote. Je fais toute l'émission. Hein, vas-y. Et on avait fait un pilote, je sais pas si tu viens, avec Orelsan. Et Christophe Beaugrand. Ouais. Dans un studio bizarre. Et Orelsan n'était pas du tout connu à cette époque. Et moi, je jouais la plante. Et tu jouais la plante. Ouais. Déjà, il était dans des bails. Et je parlais pas. C'est vrai. Oui, tu parlais pas. Ouais, c'est ça la vanne, en fait. Et on avait fait ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça, ouais. Et là, tu m'as dit, je suis humoriste et tout. Et toi, tu cherchais des gens pour écrire. Voilà, exactement. Et c'est comme ça avec Tariq Sedak. T'as vu, on est bien en ping-pong comme ça. Ouais, de ouf. Ouais. Et après, moi, je t'avais fait venir dans ma parodie de section d'assaut. Ouais. Et toi, tu parodiais Masca, le blanc de la section d'assaut. Ouais. Et alors après, il faut savoir que la section, notamment un qui m'en avait voulu, maintenant c'est bon, on a fait la paix, c'était Barack Adama, il m'avait appelé, ouais, t'es où là, t'es où? À cette époque-là, j'étais à Port de Bagnolet, et il m'a dit, t'as un Bagnolet là? Bah vas-y, viens en Nation, je vais te casser la gueule. Et je me suis dit... Il voulait que tu te déplaces. Il voulait que je me déplace, déjà je me fais casser la gueule, le frère. Allez, tu viens en bas. Ouais, viens, on se rejoint. Ouais, au moins. Tu vois, on fait moite-moite. On se rejoint à, je sais pas, moi, à Gallieni, tu vois. Et toi, t'avais fait Masca et tu me dis que t'as rencontré Masca. Ouais, bah du coup, c'était un peu gênant. Bah, alors, t'as dit que ça s'appelait Section d'homo. Section d'homo. Ouais. Et c'était... À l'époque, on avait de l'humour. Bon, aujourd'hui, on pourrait pas. Non, on pourrait pas faire ça. Moi, quand je la regarde, parfois, je suis allez, c'est pas fou là. Ouais, moi aussi, il n'y a pas le truc de l'époque. Ouais. Et non, on s'est rencontrés et il m'a dit, j'avais pas réalisé. Parce que moi, au début, il me parlait de mes vidéos et tout. Je dis trop cool, il l'a pas mal pris, puis c'est sympa et tout. Et un soir, j'animais un live de Black M. Ouais. Et il me dit, mais j'ai pas capté que c'était toi, en fait, qui a joué le blanc dans Section d'homo et tout. Et là? Donc, bah, du coup, bon, non, mais j'ai vite. J'ai un peu bégayé, quoi. Mais en fait, très cool, il a pris. En fait, je pense qu'il était jeune aussi à l'époque.
et qu'ils n'avaient pas forcément le recul. Oui, pour non, mais s'apercevoir c'est ce qu'ils m'ont dit, Mais en ouais. fait, ils sont super cool. Et Master, il le prend avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Il m'a dit, en fait, je suis mort de rire. Il dit, à l'époque, on était jeunes, quoi, tu vois. Oui, Ouais, ils c'est étaient dans ça. leur plein. Oui, bien sûr. Donc nous, on était darons, quoi, tu vois. Nous, on était Les beaucoup de mecs, ils maturité. étaient plus vieux que nous en plus. Hein, mais... Et tu l'as toujours le. Là, je sens que je vais casser l'ambiance, hein, Greg. Prépare-toi à inventer un mytho. Tu l'as toujours le casque Beats by Dre que je t'ai acheté pour ton anniversaire? J'étais venu jusqu'à Voilan. Chez tes parents, t'avais fait une surprise. Et là, ce casque. Voilan, c'est Voilan. Non, mais c'est vrai. Et joyeux C'est- anniversaire, j'étais c'est venu. vrai. Et t'avais là, mais non, Oui. Kevin, t'es là, pour vous dire à quel point on est. Ah, mais on a voulu me le raqueter, celui-là, en plus. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais oui, je me souviens. Ouais, non, sinon, mais je l'ai utilisé longtemps. Mais je sais plus où il est, mais effectivement. Ah, mais, ça fait plaisir. Ouais, mais merde. Non, mais c'est là que tu vois aussi que t'es un vrai pote. Parce que Voilan, c'est loin. Voilan, c'est loin. Et toi, t'habitais à ce moment-là À Arcueil. donc c'était pas. Et tu m'as fait une surprise, effectivement, pour mon Ouais, anniversaire. je t'ai T'étais venu. J'étais venu avec mon petit polo. Ouais. Alors que personne venait jusqu'à là-bas d'habitude. Bah, Donc c'est ça. j'étais trop content, j'étais surpris. Comment Non, ils- mais c'est vrai qu'on a Les- vécu on était tellement. Enfin, on tapait tellement de délire ensemble. Ben oui. Et comment ils vont, les parents? Ça va, ta Ouais, maman? ça va, ils vont Tu bien. les embrasseras de ma part. Ça va, David bah- aussi, ton frère. Bah ok, avec plaisir, Ouais. ça marche. Ouais. Ok. Mais du coup, peut-être que ça intéresse personne cette discussion. Ouais. Non, ça va. C'est pas grave, c'est rendez-vous avec Kevin Razi. Hein, Et D'ailleurs, bravo de t'être battu aussi pour avoir fait que cette émission revienne. Non, vraiment, bravo, parce que. C'est grâce à eux. Hein. C'est grâce à eux. Non, mais. C'est incroyable. Mais déjà à l'époque, tu étais un énorme battant. Tu voyais les choses en grand. Tu voulais vraiment faire des trucs de fou. Tu vois, avoir tes propres shows. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah, parce C'est que là, vrai comme je suis t'avais- au Pôle emploi, je me dis merde, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, merci de m'avoir invité pour cette émission spéciale Pôle emploi. Ouais, Ça fait ouais. plaisir, ouais. Ed, Ouais. tu sais, là on parlait de section, la parodie de rap, machin. Je sais que je rebondis par rapport à ton MC Guillaume. Ouais. Parce que j'ai appris que tu comptais peut-être faire des concerts avec MC Guillaume. Bah, après, Oui, c'est pas je sais non pas plus, si c'est des concerts vraiment, mais un truc qui se rapproche. Très lourd. Tu vois, on y réfléchit avec David qui est pas loin. Je sais pas où il est David dans la salle, c'est mon associé. Il est au fond qui- là-bas. voilà, qui est au fond. David Tulle. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc on y réfléchit. J'ai enregistré comme une dizaine de morceaux. Mais tu galères pas, toi, à enregistrer un peu? Non, parce Non, que. mais alors l'avantage, c'est que en fait, j'ai pas besoin d'être dans les temps. Ouais, parce Et que, frère, parce que ce personnage-là n'est pas dans les temps par nature. parce et, que ouais. je vais vous dire la vérité, avec Greg, on a essayé, on a enregistré des sons, C'est vrai. et notamment une parodie, Poétique Rabbin. C'était une parodie. C'était une parodie de Poétique Lover, mais c'était version rabbin. Et Greg, on a fait une journée en studio. Je pense qu'il y avait 7 heures, c'était que pour la huisse. C'est vrai. Et ça faisait Darling, faisons Shabbat ce soir, tous deux émergés dans le noir. Les couscous de ta mère, plaisir cachère, jouis de mes prières. Ouais, bien sûr, c'était ça. Ouais. Ouais. Parce que les gens connaissent Ça a pas. jamais vu le jour. Ça n'a jamais vu le jour. Mais effectivement, j'avais mis Parce que longtemps ta à. maman est d'origine marocaine. Algérienne. Algérienne. Oui. Oui, c'est vrai que, ouais, on dirait. Les Oui. gens sont stupéfaits. Ouais. Ils se disent c'est un autre prank. Il s'appelle Abderrazak en vrai, il nous a fait un prank depuis le début. Tu sais. Ah oui, bien sûr, Greg est d'origine Non, algérienne. les pieds noirs d'Algérie, en fait, elle est née en Algérie et voilà. Donc elle est arrivée en France quand elle était jeune. Et voilà. Ah, elle est née là-bas. Ah ouais. Je sais. Eh ouais. Ah, t'as vu, ouais, c'est fou. Hein, Non, et toi, tes parents vont bien? Moi, mes parents, ça va, mon petit Cam. Ouais, ça va, ils sont à l'île Maurice et à l'île de Léron. Ils sont chacun sur une île. Ah oui. Qui est Tu pas sais- à côté en soi. Non, ils sont pas. Ouais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup parler avec mes invités. On a les succès. Alors, on sait maintenant Greg Guillotin qui c'est. Quand je dis je connais Greg Guillotin, maintenant les gens sont là. Mais non, tu connais Greg Guillotin. Bon, arrête, tu Je te plaisantes. jure qu'à l'époque de Ciné Presto, il disait pas Ah ça. bah non. C'était qu'est-ce que tu fous avec lui? Mais non, quand même, Non, je c'est te quand jure même que. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce que tu fais, que ce soit tes pranks, genre le pire gendre, ou alors le pire stagiaire, etc., c'est que, en fait, c'est devenu familial. C'est-à-dire que moi, mon cousin, mon grand cousin qui est dans la salle, lui,
te connaît parce qu'il est tombé sur tel truc. Des plus jeunes, ma nièce, elle va te connaître pour autre chose et tout. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que tu as réussi à mettre tout le monde d'accord avec des caméras cachées. Et je sais que, et c'est là où je vais en venir, parce qu'on aime bien parler des victoires, des succès, des millions de vues, etc. Succès de ouf en prime sur C8. Mais... Merci, c'est gentil. Je sens que tu m'as fait venir pour les échecs. Mais c'est pour... Voilà. Non, mais parce que c'est important pour moi de passer, parce que les gens parfois pensent que, tu sais, t'as fait un sans faute, t'es arrivé, t'as eu ton prime sur C8, t'as fait des millions de vues sur YouTube, et ils pensent pas à quand t'étais... Tu te rappelles quand on était au Studio Bagel? On était au Studio Bagel ensemble. On a été racheté par Canal+. Oh, n'applaudis pas trop. Mais c'est gentil, merci beaucoup, Mimine. Ça s'appelle Hermine. Nostalgique du Studio Bagel, apparemment. Ah bah ouais. Et en fait, au Studio Bagel, il faut savoir qu'on était beaucoup. Mister V, Jérôme Niel, Natou, machin. Et naturellement, il y avait un truc de... Il y a les gens qui ont grave du buzz, et puis il y a les autres. Nous, avec Greg, on était plus en bas de la pyramide. Ouais, mais toi, t'avais quand même ton truc sur scène. T'étais quand même déjà bien installé. Ouais, mais mine de rien, ça... C'est pas pour autant qu'on me faisait faire tout ce que je voulais. Et toi, à ce moment-là, ils n'arrivaient pas à se projeter sur... Ah, moi, on me faisait faire rien de ce que je voulais. Rien du tout, mais ouais. À tel point qu'on avait la chance d'avoir un bête de bureau à Canal+, c'était au 5e étage, je crois, enfin, un espèce de loft qu'ils avaient aménagé. Et Greg, lui, il lui avait dit non, il n'y a pas de place. Et Greg, tu te retrouves où, du coup, à tes bureaux? Ah, tu parles à la cantine? Mais il était... non, mais alors, oui. Ah oui, c'est vrai, tu parles quand on était déjà à Boulogne, d'accord. Je crois que tu parlais du loft dans le 5e. Ah non, le loft, là, on était tous un peu sur le même pied. Non, mais oui, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas... Bah, la caméra cachée, en fait, déjà, c'est pas un truc auquel ils croyaient forcément. Ouais, c'était... Mais t'as raison, pour finir ton raisonnement, j'étais pas dans ceux qui voulaient mettre en avant. Et moi, je m'étais battu beaucoup dans Studio Bagel pour essayer de faire vivre mon personnage de Benguy à l'époque, qui était un peu hors norme déjà par définition. Et moi, je voulais pas sortir de ce personnage-là, ce qui déjà les emmerdait beaucoup parce qu'ils voulaient créer un collectif d'humoristes. Mais c'est toi aussi qui m'avais convaincu même de rejoindre le Studio Bagel parce que je t'avais demandé des conseils. Tu m'avais, tu te souviens? Il y avait Golden Moustache aussi à l'époque, qui naissait à ce moment-là. Et tu m'as dit, viens, on va se marrer et tout. Du coup, on s'est pas trop marré. Mais non. Si, on s'est grave marré. Il y a eu des moments très cool, il y a eu des programmes très cool. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu... c'est dur parce que dans ces moments-là, tu vois, tu te bats un peu tout seul. Mais comment t'as fait du coup là? Regarde, tu te retrouves là parce que j'en parlais avec Mourad qui produit l'émission avec nous. Et le showrunner, et même lui, je crois qu'à cette époque-là, il te voyait déjà dans la cantine. Ça, c'était devenu le running gag. Tout le monde te voyait quand on allait bouffer. Ouais, bon après ça, c'est quand on a lancé la chaîne, nous, donc on était avec David. En fait, nous, on était bien comme ça, on s'en foutait de l'image qu'on renvoyait de bosser à la cantine. On faisait les montages à la cantine, on avait nos stagiaires qu'on mettait à la cantine. Après, ils faisaient la gueule quand même, les stagieurs. Parce qu'eux, ils se disaient, c'est bon, je vais pouvoir upgrade, je suis chez Canal. Ah non, en fait, j'étais mieux chez WAM. Mais du coup, ils croisaient De Caunes quand ils venaient manger. Non, du coup, on avait nos bureaux. Après, c'est déjà un moment qui était plus simple qu'après. Le début était plus galère parce que c'était Benguy qui posait un peu problème aussi. Tu te souviens? Bah oui, il y a un personnage avec son le dauphin. Et puis, du coup, c'était un peu... Voilà, c'était compliqué. Il fallait que j'impose mes programmes. Le public, je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, il y avait un engouement et tout. Mais eux, à l'intérieur, c'était pas leur délire. Tu sais, tu te souviens, c'était un peu ça. Et après, quand on a lancé la chaîne, nous, effectivement, ils ont produit la chaîne. Donc, c'était les premières caméras cachées que je faisais hors Benguy. Donc, avec Dave qui est là. Et du coup, on n'avait pas des moyens énormes. Mais du coup, on s'est battu. Nous, on s'est défoncé pour faire les meilleures vidéos possibles. Regarde, là, tu vois, Comment c'est quoi qui a fait que vous avez pu vous sortir de la cantine? De sortir de la cantine? Comment vous avez pu avoir un espace décent? C'est qu'on avait plus faim, du coup, quand on avait bien mangé. Non, après, c'est que les vidéos... C'était celle de... Moi, du centre commercial, là, où ça touchait les ouais, l'escalator, ça a été effectivement... Ouais, t'as raison. Vous vous rappelez de l'escalator? Ouais, l'escalator. Mais tu vois, mais c'est vrai que ça s'est passé dans cet endroit-là. Effectivement, ça fait le tour du monde. Et c'était un truc de fou. 50 Cent, Snoop, je crois, enfin, des copains, quoi. T'imagines, 50 Cent, Snoop, Masca, il y avait tout le monde qui a partagé. Et du coup, c'est vrai que ça a pris, ça a fait, c'était incroyable. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, ça n'a pas marché chez nous spécialement. Ça a fait quelques millions chez nous sur notre chaîne YouTube, mais ça fait des millions de vues. C'était à l'époque où Facebook. C'était dur de contrôler ce qui se passait. Tu sais, il y avait. Ouais, c'était un truc de fou. C'est là que ça a fait des centaines de millions de vues. D'accord. Nous, on a fait à côté, c'était des miettes, mais ça a permis quand même de marquer les esprits. Et puis, c'était un genre qui se faisait pas encore trop.
ce qui s'appelait prank aux États-Unis, tu vois, les trucs de succession de réactions à la chaîne comme ça dans la rue. Et puis moi, j'étais déjà passionné de caméra cachée, mais comme Ben Gibb commençait à être, c'était très dur parce que c'était long de faire, c'était dur de le faire vivre dans la vraie vie, etc. Je me suis dit, faisons un peu comme aux États-Unis, ils arrivent à faire des trucs comme ça. Je me suis dit, putain, c'est quand même, ils ont de la chance de faire des trucs aussi faciles que ça, tu vois, qui demandent. Parce qu'en vrai, l'escalator, c'est tout simple. Hein. On a eu l'idée avec mon pote John de Mayo, que tu connais aussi, et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire ça, mais pour s'amuser, c'était presque la cour de récréation. Mais l'idée, elle n'était pas incroyable, tu vois. C'était vraiment un truc le plus simple même que j'avais fait jusque-là. Bah, tu vois, comme quoi, parfois, ça pète sur des choses que tu prévois pas. Et là, l'autre moment où, alors, donc après, Hanouna te propose de faire. Ouais, alors après, on a fait quand même quelques caméras cachées dans la rue, tout seul, tu vois, on se débrouillait, on employait des gens, on faisait vraiment les trucs dans notre coin, mais. Donc là, c'était plus Bagel qui payait. Alors, à un moment donné, il y a eu une séparation, effectivement, ils ont plus produit la chaîne, et nous, on a décidé de faire ça dans notre coin, en indépendant. Ça a duré combien de temps, ça? Ça n'a pas duré tellement de temps avant que finalement, on rencontre. H2O, dont Cyril Hanouna. Mais... à peu près que je sache pour moi. Je sais pas, Dave 6 mois. 6 mois. Ah, ça va. Elle est gâtonnée 6 mois, hein, les gars. 6 mois et après, c'est bon, ça harasse. Et du coup, on a. En fait, moi, comme tu as dit tout à l'heure, tu as souligné un truc important, c'est que j'avais cette envie de faire rire le grand public. Ouais. Pas m'adresser aux jeunes. YouTube, en plus, c'était quand même assez jeune. Même, tu te souviens, avec Studio Bagel, on touchait rarement ceux qui avaient plus de 30 ans, je pense. Hein. Et en fait, on se disait, c'est dommage parce que c'est des caméras cachées qui peuvent faire rire un peu les mères de famille, même les grands-parents. On avait vraiment cette envie aussi de s'ouvrir à un autre public. Mais je me souviens que même avec toi, dès le départ, tout au départ, on se disait quand même, nous, on a envie de faire rire tout le monde et pas d'être clivant. Tu te souviens de ça? C'est vrai. Et je pense que c'est un truc. On a grandi avec la télé et tout ça. Exactement, c'était une passion la télé. En vrai, moi, on est un peu entre deux générations. Moi, je suis plus vieux que toi, mais en vrai, toi, t'es bercé un peu par la télé. T'as à peine 1 an de plus. Un peu, à peine. Ouais, les gens, ils le prennent au sérieux, c'est bien ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, tiens, j'aimerais ce rêve l'accomplir un jour, de faire des caméras cachées en télé. Et on a réussi à l'accomplir. Et on a eu un rendez-vous avec H2O. J'ai piégé Hanouna lors du premier rendez-vous. Ah ouais? Ouais, carrément. En fait, toi, t'es donc direct. C'est du haut. Ah ouais, j'espère inspirer. En fait, je dis à Lionel Stan, du coup, qui est son associé. Je lui dis, vas-y, si on a Cyril dans un bureau, il me connaît pas encore vraiment beaucoup. Il sait que je fais des vidéos, mais viens, on lui fait un piège, quoi, tu vois, ce jour-là. Donc, on a fait un face-à-face, on avait installé des caméras partout dans le bureau. D'ailleurs, Maxime, qui est le réalisateur de ton émission, qui est pas loin. Mais du coup, il est de l'autre côté. C'était lui. Tu crois que le réalisateur, il va se mettre là? Maxime, le réalisateur de l'émission. Le mec a jamais. Le mec a jamais fait un plateau, ouais. Grave. Alors, sûrement là-haut, les réals. Et donc, c'était lui qui était le directeur technique aussi sur cette caméra cachée-là. Donc, c'est marrant, tout le monde se retrouve. Et donc, on a dit, on va piéger Cyril. Tant qu'à faire, donc, lors de ce rendez-vous, je me suis passé pour un mec qui avait un boulard énorme et tout, et qui finalement, on ne savait pas trop ce que je foutais là, mais qui l'enchaînait un petit peu, et puis se vantait. Il est rentré dedans, et il l'a plutôt bien pris. Et heureusement d'ailleurs, parce que t'imagines le scandale s'il avait trop. Il est magnifique, sans déconner, magnifique. Non, finalement, ça s'est bien passé. Et puis, donc, en sortant de là, je lui ai dit, Cyril, il faudrait qu'on piège tous les autres chroniqueurs. Et du coup, donc, je lui ai fait la programmation de l'émission. Ouais, grave. Cyril, moi, ce que je te propose le lundi et le mercredi, c'est Greg, la chronique. Mais non, mais moi, ce que je voulais revenir, parce que là, on voit un peu le parcours. Donc, tu commences à rentrer via Cyril. Naturellement, après, comme ça fonctionne, ça commence à proposer des primes, enfin, du moins un. Puis... Et on tenait à rester sur YouTube, c'était vraiment la condition de départ aussi. C'était, pour pas perdre. C'était super, tu vois, pour nous d'être sur C8, de toucher un autre public, forcément, tu vois, d'avoir des financements, des fonds aussi pour faire ce qu'on voulait. Parce que ça coûte cher, une caméra. Bien sûr, ça coûte cher. Et puis surtout celle qu'on fait aujourd'hui, qui coûte très cher. Parce que vous, à l'époque, c'était sur plusieurs mois quand vous préparez. Ouais, c'est beaucoup de temps de travail. Il n'y a pas des moments où tu t'es dit, au bout du premier échec, deuxième échec, vas-y, il faut que j'arrête. En fait, là, sur la série du Pire Jaune, parce que là, du coup, dans la chronologie, j'ai du mal à situer, mais... Même moi, tranquille. Mais non, mais c'est bien, c'est une discussion entre potes, c'est cool. Oui. Parce que ça fait longtemps, en plus, qu'on n'a pas eu l'occasion de parler. Après, on peut... je vais te dire où j'en suis sentimentalement. Oui, Et non, ouais, ça nous a pris donc 2 ans là, sur la série du Pire Gendre pour réussir le dernier, parce qu'on l'a raté 4 fois, on a réussi la 5e fois.
Et donc, en fait, on s'est accroché. Évidemment, tout notre entourage disait arrêtez là, passez sur le pire stagiaire et tout. Et en fait, nous, j'avais un scénario que j'avais envie de faire, que j'avais écrit, parce qu'il y a un canevas. Hein, c'est plus qu'un canevas. Maintenant, c'est des scénarios. Et dedans, il y a les piégés dont on ne peut pas contrôler les réactions, mais on essaye de les mettre dans ce scénar. Ouais. Donc, ça faisait 70 pages. On avait vraiment envie de développer ce perso de MC Guillaume et tout. On s'est accroché, mais vraiment, c'était que la passion qui nous animait. À un moment donné, c'était même plus rationnel. Il fallait aussi qu'on essaye de le rentrer, ce piège. Et on ne voulait pas tourner la page pour partir sur quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'était rationnel ou pas, mais en tout cas... Tu voulais aller au bout du truc. De fou, vraiment. Et heureusement que vous avez réussi à trouver ce twist de raconter au final. Ouais, c'est vrai. Ça a foiré. Ouais, on a fait un making-of, on en a fait une dizaine même, du coup. Ouais. Des 2 ans de périple. Mais c'est ça qui a... Merci, en tout cas, c'est cool que ça te plaise. Bah oui, ça plaît, ça cartonne même. Mais ouais, c'est bien parce que les gens peuvent voir, en fait, à la fin, on s'est dit, on a tellement de matière de rater. Ouais. Mais parce qu'on a eu, pour expliquer, du coup, on a eu une famille qui m'a sauté à la gorge en 15 minutes. Il y en a une autre qui a sous-réagi. Il y en a une autre qui s'est pas déplacée. Enfin, c'était à chaque fois des mois de préparation et puis on recommence à zéro. Et on refaisait le même truc à chaque fois. Et je réécrivais le texte et je tirais les leçons aussi de pourquoi le premier piège, par exemple, avait raté. Donc je réorganisais tout le piège. C'est-à-dire que je réécrivais les séquences, j'imbriquais, je mettais plus de discussions, moins d'actions, je voulais moins que ça parte. Donc en fait, mais c'est tout le temps. Technique, hein. Par contre, c'est un métier qui, en fait, c'est vrai que souvent les gens pensent qu'on doit que s'éclater et tout, mais en réalité, non, pas du tout. Non, mais c'est surtout que tu tournes combien d'heures pour le rendu? Tu vas nous faire 9 une vidéo. heures, là, il durait 8 heures le repas, je crois. Les pires stagiaires, c'est 5-6 heures. Ouais, c'est long. Et nous, on rend des trucs après qui sont digestes, hein, donc il faut quand même que ça soit. Tu vois, ouais, bah oui, bien sûr. Mais alors, est-ce que tu peux parler, et si tu peux pas en parler, on coupera, de la tentative de caméra cachée que tu as faite, où là, tu as tenté un truc que tu n'avais jamais fait avant, à savoir un masque. Vous allez faire quelque chose? Oui. Bah oui. Et en fait, on est sur une oui, série... merde. Non, mais ça, c'est un des trucs sur lesquels on travaille. En fait, c'est sur la durée, évidemment. On n'est pas dessus non-stop. Mais ça fait genre 3 ans qu'on a démarré ce projet-là. Et donc, à un moment, on s'est dit, viens, on dégaine un masque au latex. Au silicone. Genre comme à l'époque de Professeur Folding. Et ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Et là, la prochaine étape, tu sais, à un moment, j'écoutais un podcast de We Hustle, Sherman. Ouais, bien sûr. Les films qui m'appellent 500, mais tu connais, hein. Il est génial, lui. Ouais, il est trop bien. En plus, il est trop bien et puis il donne énormément de force à plein de monde. Il donne puis il a des bons messages, il véhicule des bonnes valeurs. Non, il est bien. Ouais. J'ai vu, tu sais quoi, j'ai vu qu'il m'avait invité il y a genre 3 ans. Ouais, et t'as pas répondu. Si, heureusement, putain, Dieu merci. T'as pas fait comme avec Panayotis? Ah, Panayotis, on avait fait ça? Tu te souviens pas? Ah, il était chiant aussi à l'époque. Non, mais c'est vrai, parce que Panayotis, aujourd'hui, attends, il fait l'opéra, machin. Enfin, je crois qu'il était malade, il a dû annuler. Mais Panayotis, talent de dingue, je suis allé voir son spectacle, il m'a ému. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au début, quand il avait 15 piges... Il voulait interviewer tout le monde. Il venait sur nos tournages, il nous cassait les couilles. Ah ouais, est-ce que tu peux... Non, c'est mon frère. Non, mais c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, t'as vu... Aujourd'hui, tu vois, comme quoi je suis un connard. Et le mec, il interviewait les... Après, tu peux peut-être regarder ta boîte Messenger, voir si j'ai un message de 2003. Si je peux répondre. Ouais, chaud pour une interview Panayotis. Ça serait très drôle. Ça serait super drôle. Mais et donc en fait à un moment tu parlais du... C'est chaud sur le plateau un peu là. C'est ouf, la vie de ma mère. Tu transpires? Bah bientôt je pense les oreilles. Moi je pense ça. T'es gros bitou, il y a 15 vestes. Je mets des chemises bleu ciel à chaque fois pour que ça... Pour bien voir les auréoles. Non, je voulais finir là. C'est bien habillé toujours, Kev. Ah c'est gentil. Bah ça c'est Mohamed Condé qui est Zamunda. C'est mon styliste, il a fait un concept. Très propre. Ça va, propre. Hein. Ouais. Et c'est lui qui t'habille depuis plusieurs années sur toutes tous les matins, il vient chez WAP. Il ouvre et tout. Personnage shopper, quoi. Ouais, ben il me dit alors, tu veux mettre quoi? Alors, selon le tissu, parce que lui, il dit tissu. Alors, on va mettre. Je pense qu'un concept là avec le tissu, là. Il dit tissu? Il dit tissu, la vie de ma mère. Demandez-lui tout à l'heure quand vous passez devant, dis-nous tissu. Il va respirer, il va comme ça. Le tissu. Là. Et le mot qui peut pas. En fait, quand il y a un I et un U. Tu sais, c'est une règle mathématique. Lorsque le I rencontre le U prend le pas sur le... Et en fait, non, je vais finir sur un truc que tu disais chez We Hustle, on parlait de cinéma, parce que tu avais un projet de cinéma. Et en fait, vous aviez dit un truc et je voulais contrebalancer. Tu sais, le mec qui écoute une interview pour ensuite t'inviter et pour répondre.
J'aurais dû l'inviter même lui. Non, en fait, vous disiez. On a parlé pas mal du secteur A d'ailleurs. Ouais, parle beaucoup de sectoral, famille. Ouais, bien sûr, bah, c'est ton. Encore ton un kiff. truc entre nous. Ouais, parce que Greg est fan de rap, mais surtout le rap de l'époque. Et il est persuadé super bien imiter Lino d'Arsenic. Ouais, vite fait, hein, quand même. Non, Lino. c'est Lino. Alien. Tu te rappelles le délire qu'on avait? Parce que Lino, on disait qu'il aimait trop mettre des références à la Bible et tout. Parce que l'ange tatoué sur le dos. A rencontré Lucifer dans les hautes sphères. Lucifer, que l'ange Gabriel, de l'archange. Le frère, c'est un pasteur, le mec. Et en fait, il y a un truc, c'est que tu disais, ouais, le problème, c'est que toi, on ne te propose pas forcément de rôle parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans le cinéma, machin. Grave. Et Chairman te disait, mais non, mais il faut que tu fasses tes trucs par toi-même et tout ça, tes propres films et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà eu des films prank, comme Les 11 Commandements, comme même Borat, on peut dire que c'est quelque part, ou les films de Sacha Baron Cohen. Ou même Connasse. Non, mais carrément. Alors, Connasse, c'est le nom du. C'est pas. Je sais pas qui parle d'une actrice, c'est l'autre Connasse, là. Non, c'est Camille Cotin. Ouais, pour tout te dire, en fait, il y a déjà plus de 2-3 ans qu'on doit faire notre long métrage en caméra cachée. Et ce qui s'est passé là sur le pire genre, ça nous a un peu coupé les pattes aussi. C'est-à-dire qu'on s'est tellement donné sans savoir si ça allait aboutir. Avec des gens qui en plus à la fin doutent, tu vois, d'un truc où tu vois, tu passes 2 ans de ta vie pour que les gens disent non mais c'est du pipeau machin, parce qu'en télé il y a un public aussi qui nous connaît moins, tu vois, qui va vite critiquer, se faire des films et tout. Tu vois, nous on s'est dit, imagine, c'était un film où on devait piéger, c'était sur une semaine de piège entière, donc sur une personne, tu vois, bon c'est une semaine c'est pas la meilleure expérience. L'autre il va se pondre à la fin. Mais et on s'est quand même aujourd'hui beaucoup posé la question de si on avait envie de faire ça. Ça nous prenne autant de temps, avec l'incertitude qui plane sur ce registre-là. Une semaine, du coup, c'est d'autant plus de risques, tu vois. D'habitude, c'est sur 8 heures, là, c'est une semaine, donc c'est encore des risques multipliés, sans savoir ce que ça va donner à la fin, sans savoir si la personne va vouloir être diffusée, sans savoir si les gens vont se dire oui, c'est... T'imagines, tu tournes une semaine, à la fin, la personne elle te dit non, par contre, pas d'autorisation. Bien sûr. Bien sûr. Non, puis on s'est dit, tu vois, on réfléchit à un film qui sera un mélange là entre fiction et caméra cachée, mais ce sera pas... je pense pas qu'on va partir là-dedans, je pense pas. Parce que c'est difficile de... Aussi, même pour les financiers, t'imagines le truc. Mais on devait le faire, hein. C'est-à-dire que c'était... acté. Ouais, c'était acté et tout. On devait vraiment le faire. Après, on a été retardé par tous les échecs qu'on a eu ces 2 dernières années, qui ont tout foutu en l'air, en fait. Tu vois, ça a retardé beaucoup de choses. Il y avait C8 qui attendait aussi qu'on livre notre prime. Donc, tu vois, on pouvait pas non plus... en même temps, Donc, c'est quoi là, le prochain projet le film, normalement, on doit se mettre dessus. Là, il y a le pire stagiaire qui revient. Les producteurs, ils sont là, oui. Ouais. Ils vont entendre l'interview, il va se mettre dessus. Le producteur, en plus, tu connais qui c'est. Mais, oui. Putain, Meskin, il attend depuis là. Donc voilà, on change un peu peut-être de plan, mais on veut toujours faire ce long métrage. Mais tu as raison, en fait, en France, il y a un truc, et tu le sais très bien. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Non, mais c'est pas parce que ça fait très raccourci de dire ça et tout, mais c'est dingue de te dire, en fait, si tu fais de la caméra cachée, tu fais de la caméra cachée, si tu vois, alors que toi, Cyril Hanouna, t'as fait les cours Simon, toi, non? Non, c'était les cours Florent, j'ai fait Pygmalion aussi. Pygmalion aussi. Ouais, mais c'est pas. En fait, et tu vois, t'as une formation, Ouais, j'ai une formation, mais il se projette pas. Ouais, mais c'est ça. Et si t'as pas un nom déjà au cinéma, tu peux pas être appelé par le cinéma. Camille Cotin aujourd'hui, elle a réussi la transition. Mais carrément, parce qu'elle a fait son, elle a fait aussi. Après, elle avait déjà fait pas mal de pièces de théâtre, je crois, mais elle a fait Connasse au bon moment, je pense. Tu vois, et 10%, 10% après dans la foulée, qui a cartonné aux States. Mais tu vois, si on fait notre film, je veux pas que ce soit vraiment, faut pas que ce soit bâclé, quoi. Il faudrait vraiment que ce soit un film où on y mette tout le cœur à l'ouvrage, il faut vraiment que ce soit un film qui nous ressemble et qui soit drôle. Et je veux vraiment pas faire du cinéma pour faire du cinéma, parce que on en a vu des gens qui ont fait du ciné aussi, qui sont, enfin tu vois, faire du ciné pour faire du ciné, ça vaut pas le coup. Ouais, je suis d'accord. Il y en a qui ont fait du ciné, qui se sont ramassés, et puis derrière qui ont plus fait de longs métrages. C'est important, je pense, de prendre le temps et de bien construire les choses. Et puis, j'espère que ça arrivera et que ce sera en tout cas un film dont je serai fier. Mais tu vois, c'est comme faire de la télé. On ne voulait pas faire les choses mal. Donc, on est passé aussi par TPMP parce qu'ils nous ont conseillé, Cyril et Lionel, du coup, de passer par là. Ça a permis de construire les choses en douceur avant d'arriver à avoir nos propres émissions. Mais je pense qu'il faut attendre. Je me dis, avec la passion et puis la persévérance, ce qui doit arriver arrive. En tout cas, nous, on aura donné le meilleur de ce qu'on peut faire. Après, tu vois, on n'est pas décisionnaire. Eh bien, franchement, nous, quand tu sortiras ton film, on sera là. Greg, ben oui, on peut applaudir. Mon frère Greg Guillotin. Merci, mon Kev. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde. Ouais, tu transpires déjà. C'est pas grave, mon merci, frangin. Ça m'a fait super plaisir. Mais vraiment, en plus d'être ici,
déjà, merci beaucoup de m'avoir invité pour le avec retour grand plaisir. de rendez-vous. Ça me fait super plaisir. Et puis, en fait, vraiment, ça me touche parce que ça me rappelle tellement de souvenirs et tout. C'est un symbole, tu vois. C'est pas juste une émission comme ça. C'est un symbole de notre amitié, mon Kev. Merci beaucoup. Attends, je refais une fin du coup. Ah oui, il y a une fin. Après, ouais. Parce que t'as vu, j'étais là, merci beaucoup. Et Loïc, il dit, ouais, non, mais c'est vrai que. Greg Guillotin, mesdames et messieurs, vous allez venir. Merci beaucoup. Merci à tous, vous êtes au top. On se retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Merci.